Bonsoir à toutes et à tous, lundi 10 juin, il est l'heure de l'info. Les résultats des élections européennes sont tombés hier soir et elles ont fait grand bruit. La rédaction de Puissance Télévisions vous propose une analyse du climat politique français dans ce journal. Le grand rendez-vous sportif de ce 9 juin, c'était bien sûr le marathon du lac du Der. Près de 1800 coureurs sont venus à bout des 42 km. Ce week-end, la traditionnelle Savomob était de retour dans le village de Savonnières en Partois. Et vous le verrez, c'était un bond dans les années 50. Et celles qui ont passé un bon week-end, ce sont les joueuses de l'entente Saint-Dizier-Montier-Ornel. Samedi, elles ont remporté la Coupe de football de Haute-Marne. Nous les recevrons en plateau. Je vous le disais en titre, les résultats des élections européennes sont donc tombés hier soir. Et dans nos 3 départements, Marne, Haute-Marne et Meuse, le Rassemblement national s'est imposé, parfois très largement, comme à Saint-Dizier, où la liste a réuni plus de 47% des voix. Nos journalistes ont tendu leur micro aux députés en place et ils ne sont pas surpris de ces résultats. Écoutez. Bon, j'étais sous le choc, sous le choc, en me disant mais qu'est-ce qui se passe dans sa tête? Moi, je pense que les Français vont comprendre et faire en sorte de voter pour des parlementaires équilibrés et qui sont à l'écoute, et pas des gens qui vont semer la division dans notre pays. Mais j'ai été vraiment très surpris. Emmanuel Macron n'a pas écouté le vote de nos concitoyens il y a 2 ans. Quand il n'y a pas eu de majorité absolue, il aurait dû travailler avec tout le monde. Et puis, il n'a pas encore écouté. Non, je ne suis pas du tout surpris, parce que depuis des mois, si vous voulez, l'opinion publique est de plus en plus hostile au président Macron, qui a commis une erreur supplémentaire, c'est de vouloir s'impliquer dans la campagne. Ouais. Et aussi le Premier ministre, affaiblissant encore plus la tête de liste de la minorité présidentielle. Et les résultats sont très proches de ce que donnaient tous les sondages depuis une semaine ou 2 d'ailleurs. Ces élections sont donc synonymes d'une lourde défaite pour la majorité présidentielle. Emmanuel Macron a décidé de dissoudre l'Assemblée nationale. Ça entraîne l'arrêt immédiat des fonctions des députés actuels. Et donc pour redessiner une composition de l'Assemblée nationale française, des élections législatives que l'on appelle anticipées pour élire 577 nouveaux députés devraient arriver. La Constitution précise donc que les élections générales ont lieu 20 jours ou 40 jours après la dissolution. Bonsoir Gaël. Bonsoir Clémentine. Merci d'être avec nous. Alors tu vas nous éclairer un petit peu plus sur tout ce qui se passe effectivement dans le climat politique français. Oui, tout d'abord, la dissolution, qu'est-ce que ça signifie? Selon l'article 12 de la Constitution française, le président de la République peut prononcer la dissolution de l'Assemblée nationale. Ça, c'est pour le texte. Concrètement, ça signifie, tu l'as dit, que le chef de l'État entraîne l'arrêt immédiat des fonctions de tous les députés actuels. Et donc, il va falloir élire 577 nouveaux députés pour reconstituer une nouvelle Assemblée nationale. Emmanuel Macron a d'ores et déjà annoncé les dates. Ce sera le 30 juin pour le premier tour et le second tour une semaine après, le 7 juillet. Alors, ces élections anticipées vont donc arriver très vite. Comment vont s'organiser les hommes et les femmes politiques qui, d'habitude, ont un peu plus de temps? Oui, c'est vrai qu'en temps normal, les candidats ont bien plus de temps pour faire campagne. Au minimum 6 mois avant l'élection, voire plus. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Alors, à gauche comme à droite, la majorité des partis politiques est quasiment dans l'urgence et cherche à s'allier pour espérer faire les meilleurs scores possibles. À gauche, l'heure est au branle-bas de combat et une expression revient, le Front populaire. Tout simplement, c'est l'idée que toutes les forces de gauche se réunissent. On a les Insoumis, les Verts, les socialistes et le Parti communiste qui vont peut-être s'unir malgré les divergences pour faire barrage à l'extrême droite. On écoute d'ailleurs Bertrand Pancher. Ce qui est important, c'est de réussir à travailler ensemble. Sinon, notre pays, qui est de plus en plus divisé, va partir dans le chaos. Et c'est ça la menace, la vraie menace. Nous vivons une crise profonde. La crise, c'est une menace et une opportunité. La menace, c'est de continuer à diviser notre pays. Et on voit bien où comment tout ça peut aller, les uns contre les autres. Est-ce qu'on a vraiment besoin de ça? L'opportunité, c'est de se regrouper, c'est de travailler ensemble et d'être à l'écoute de l'ensemble de nos concitoyens.
À droite aussi, on souhaite se rapprocher et discuter stratégie ensemble. Le Rassemblement national et Reconquête ont déjà commencé les réunions de travail aujourd'hui. L'enjeu pour tous, c'est évidemment de trouver un terrain d'entente en quelques semaines à peine. C'est une très grosse stratégie pour décider quel parti va candidater dans quelle circonscription et donc pour optimiser le nombre de députés de chaque idéologie. Et dans ce cadre-là, les résultats tout chauds des élections européennes de ce week-end vont permettre aux partis d'analyser les forces en puissance et puis d'imaginer les meilleures coalitions possibles. Alors justement, une dissolution, tu le disais, c'est un geste fort. Emmanuel Macron a choisi une stratégie qui est quand même assez compliquée à mettre en place. Pourquoi il a choisi ça ? Oui, c'est très fort. Ce n'était pas arrivé depuis Jacques Chirac en 1997 et ce n'est que la 6e dissolution au cours de toute la 5e République. Alors cette décision, c'est avant tout le reflet d'une vraie césure, un vrai fossé entre le gouvernement qui a été élu en 2022 et les électeurs français aujourd'hui. Après une défaite comme celle de ce week-end, Emmanuel Macron l'a dit lui-même, il ne pouvait pas faire comme si de rien n'était, pour reprendre ses mots. Avec cette dissolution, réclamée par l'extrême droite depuis plusieurs mois, il redonne dans un certain sens aux Français le pouvoir de choisir en formant une nouvelle Assemblée nationale. Alors forcément, face à ce coup de tonnerre politique, les réactions n'ont pas tardé. Pour certains, c'était le bon choix à faire. Pour d'autres, c'était un coup de poker extrêmement risqué. Chacun comprend son acte différemment, comme Charles de Courson, on l'écoute. Donc, si vous voulez, moi je pense que le président joue son va-tout. C'est-à-dire, il dissout, il sait ce qui va se passer, une catastrophe pour ce qui reste de la minorité présidentielle, qui va se retrouver avec une centaine de députés, et encore. Et ce qu'il espère, c'est qu'il n'y ait pas de majorité du tout pour organiser, si vous voulez, une certaine pagaille dans le pays et essayer de reprendre la main un an plus tard, puisque vous savez que le président peut dissoudre de nouveau, mais pas avant une année. Donc, vous voyez, je trouve que jouer à la roulette russe, l'avenir de la démocratie française, je trouve ça pas responsable. Et Emmanuel Macron a en effet pris le risque de voir une autre majorité arriver à l'Assemblée nationale à la suite de ces élections. Et la majorité en question, selon un sondage commandé en décembre dernier, ce pourrait être certainement l'extrême droite. Dans ce cas, il devra alors nommer un nouveau Premier ministre issu du parti ou de la coalition majoritaire. Et si l'Assemblée nationale n'a pas la même couleur politique que le chef de l'État, on aura alors une situation de cohabitation, la première fois depuis 1997, c'est-à-dire un Premier ministre et un président de la République qui sont de deux partis différents. Enfin, pour certains analystes politiques, ce pari d'amener l'extrême droite au pouvoir a un côté volontaire de la part du gouvernement. Le but serait ensuite de mettre en lumière la dite incapacité du RN à diriger le pays et donc tenter de les décrédibiliser aux yeux des électeurs en vue des prochaines présidentielles de 2027. Évidemment, ça reste une théorie et une hypothèse. En tout cas, quelle que soit la stratégie derrière cette décision, à quelques semaines des Jeux Olympiques, les dés politiques français sont complètement rejetés. Merci Gaël pour ces analyses. On rappelle que vous avez vu les députés de la Marne et de la Meuse et que le RN n'a pas souhaité nous répondre. On va maintenant parler de sport, d'une course reconnue dans toute la région, le marathon du lac du Der. Il s'est tenu ce week-end et le soleil est venu quelque peu compliquer les efforts physiques des 1800 coureurs qui se sont départagés sur les bords du lac. Goltas Philippe a suivi l'événement. 7h30, le maire de Saint-Dizier tire un coup de feu. Allez, c'est parti! C'est le départ de la course. Après 5 km dans les rues de la cité Bragarde, les 1800 coureurs et coureuses du marathon du lac du Der prennent la direction du réservoir. À la moitié du parcours, les coureurs sont attendus en musique près de ce ravitaillement tenu par des bénévoles. Je suis en retraite depuis 3 ans, donc je trouve que c'est important de donner de son temps. Et puis en plus, le cadre il est super, c'est un super événement dans la région, donc voilà. Toujours très contente de participer. Fruits et gâteaux pour un regain d'énergie, car le parcours est loin d'être terminé. 22 km plus loin, Julien Huard est le premier coureur à franchir la ligne d'arrivée après un effort acharné. Jusqu'au semi-marathon, c'est la météo vraiment parfaite. Après, quand on a passé le semi, après c'est les kilomètres avec l'accumulation des kilomètres aussi. C'était un peu plus compliqué, on avait un peu plus de soleil, il commençait à faire chaud, surtout qu'on n'a pas eu vraiment l'habitude de s'entraîner au chaud depuis le début de la saison. Pendant ces entraînements où nous l'avions rencontré, le Bragard ne cachait déjà pas son ambition de faire moins de 2h30. Résultat aujourd'hui, il finit sa course en 2h28 et 19 secondes, son record personnel. C'était vraiment une satisfaction personnelle. Gagner à domicile un marathon Saint-Dizier, je passe devant chez moi, il
énormément de gens qui m'ont soutenu, qui me connaissent. Chez les femmes, c'est l'habituée Sandrine Ferrand qui remporte la première place après 3 heures, 5 minutes et 25 secondes de course. Pour moi, oui, c'était dur. Après, je suis partie un petit peu vite. Je suis partie avec 2 personnes qui avaient un niveau un peu plus élevé que le mien. Et puis au 24e, la sélection s'est faite naturellement. Ils sont partis devant. La coureuse qui a déjà remporté plusieurs fois ce marathon vient de battre elle aussi son record personnel. Et je suis contente parce que j'améliore mon chrono aussi. Donc j'ai gagné 5 minutes. Donc je suis en 3,05 et l'année dernière j'étais en 3h10. Après la course, il faut récupérer, chacun sa technique, manger, boire et même se faire masser. Vu que le coureur est très fatigué, on va venir détendre les muscles en les massant, en faisant toute la cuisse, tout ce qui est quadriceps, ischio, mollet, pour qu'il récupère plus vite et que ce ne soit pas la galère pendant les prochaines semaines. Ah, j'espère que du coup je pourrai monter les escaliers demain matin. Et samedi 9 juin, la 3e édition de la Savomob, un rassemblement de mobylettes, a eu lieu à Savonnières-en-Partois dans la Meuse. Cet événement prend de plus en plus d'ampleur et cette année, près de 120 participants sont venus des 4 coins du département et même au-delà des frontières pour pouvoir présenter leurs fameuses mobylettes. C'est un réel bond dans les années 50, comme nous le montre Brigitte Maestrassi. Le bruit des vieux moteurs retentit dans le village de Savonnières-en-Partois. Pour la 3e édition de la Savomob, les plus belles mobylettes des alentours sont de sortie. Cette année, près de 120 participants se sont inscrits pour faire une balade de 70 km. Tous viennent pour une seule et unique raison, la convivialité. C'est une passion depuis une paire d'années. Et puis on retrouve les copains, on roule et puis c'est la bonne humeur. On va voir de la belle mécanique, qu'on soit tous ensemble et puis partager un bon moment entre copains. C'est vrai que ça reste des mobylettes qui sont anciennes, qui ont une vingtaine d'années. Donc du coup, c'est toujours un peu la débrouille. Si la Savomob a été créée il y a maintenant 3 ans, c'est parce qu'aucun événement de ce type n'existe sur le territoire. Pour éviter que les passionnés de vieilles mobylettes ne se déplacent sur des kilomètres, la Savomob propose cette réunion chaque année. On a voulu se démarquer un petit peu de tous les rassemblements de voitures anciennes et autres. Donc on a eu l'idée de faire la Savomob. Donc Savo comme Savonnière, Mob comme mobilette. Après quelques kilomètres, les motards ont découvert le menhir de la Haute-Borne avant de continuer leur chemin pour revenir à Savonnières-en-Partois. La Savomob, c'est avant tout des passionnés qui aiment profiter de leur bécane pour visiter les trésors meusiens. Voici quelques images de football ou plutôt de célébration. Hier avaient lieu les finales de la Coupe de Haute-Marne, compétition qui regroupe toutes les équipes du niveau départemental. Chez les hommes, c'est Bologne qui s'est imposé face à Eurville-Bienville. Et du côté féminin, ce sont les filles de l'entente Saint-Dizier-Montier-Ornel qui ont brigué le titre après leur victoire face à Valcourt. Et justement, sur ces images, on aperçoit Salomé Douet qui est sur notre plateau ce soir et vous êtes accompagné du coach Fabrice. Bonsoir à tous les deux. Bonsoir. Alors vous êtes venus nous montrer fièrement cette coupe. Qu'est-ce qu'on ressent quand on la brandit ? C'est incroyable, franchement, c'est une sensation indescriptible, je ne saurais pas le dire. Je pense qu'on est toutes fières de nous et ça va être un souvenir, on s'en souviendra pendant longtemps, on va dire. Vous, en tant que coach, qu'est-ce que ça fait de voir ces joueuses porter la coupe ? Très impressionnant, très, très content pour eux. Je l'ai connu en tant que joueur et c'est des émotions que je voulais partager avec elles. Et l'émotion est encore plus forte quand on voit le regard des filles et toute la joie qu'ils ont, mais c'est à leur mérite, c'est tout ce qu'ils ont fait pour arriver là. Mais un énorme plaisir. Justement, vous avez fait beaucoup de choses. Comment s'est passé le match ? Ça allait jusqu'au bout, le match, Salomé. C'est ça. C'était très, très intense, très long. La deuxième partie, surtout, c'était très long. C'était un match très intensif parce qu'il y avait beaucoup de physique et c'était très serré. On marque seulement un but, c'était 1-0. Le deuxième but, donc ça fait 1-1, on égalise à la 93e. Donc c'est extrêmement long. On fait l'engagement, il siffle la fin du match et on finit au tir au but. Donc beaucoup de stress durant toute la durée du match. Et tir au but, vous marquez le dernier, c'est elle qui le marque. Oui, comment vous le ressentez Un match particulier avec beaucoup d'engagement. Après, fallait, pour ma part, faire un coaching différent d'habitude. Donc les joueurs sont rentrés plus tard pour pouvoir apporter réellement quelque chose quand ils sont rentrés, avec un vrai apport, en pouvant jouer avec les attaquantes, parce que Valcourt est une équipe très bonne, où on a eu beaucoup de difficultés. Après, ça se joue au pénalty. C'est nous qui gagnons au pénalty, mais le pénalty, il y a une forme de loterie. Ça aurait pu être eux, ça aurait pu être nous.
Mais c'était très correct, voilà, c'était costaud dans l'engagement, mais très correct avec Eric, le coach de Valcourt, ça se passe très bien. Justement, vous le disiez, Valcourt, donc c'est une équipe que vous redoutiez finalement. Comment vous avez appréhendé ce match? Comment vous l'avez préparé? On a fait focus sur nous, sans penser à l'adversaire, parce que Valcourt était invaincu cette saison. Mais sur tout ce qu'on a travaillé depuis le début de saison, sur notre jeu, sur tout ce que l'on fait, étape par étape, pour arriver jusque-là. C'était notre 3e objectif qu'on a rempli, donc on était très satisfaits. Mais c'était vraiment de travailler sur nous. Et les filles ont été au-delà de ce qu'ils pouvaient... Voilà, ils ont vraiment donné tout et ils ont joué. C'est vraiment l'équipe qui a gagné et c'est ça qui m'a fait le plus plaisir. Vous, en tant que joueuse, comment vous l'aviez abordé ce match? Je dirais que c'était le match le plus stressant de la saison, mais le plus important. Donc on est vraiment parti dans l'idée qu'on allait gagner. On n'avait pas le choix, il fallait qu'on gagne, il fallait qu'on donne le meilleur de nous-mêmes. Et je pense qu'il n'y en a pas une qui ne l'a pas donné ce soir-là. Donc je pense qu'on est tous fiers de nous. C'est ça qui a fait votre force, peut-être la cohésion d'équipe? La cohésion, c'est des joueuses, c'est une équipe qu'en début de saison, on a eu du mal à repartir, parce qu'on a eu du mal à finir la saison dernière. On est reparti cette année en reprenant des joueuses que j'ai eues depuis 6 ans. Donc la moyenne d'âge est moins de 22 ans, qui gagne, avec 8 joueuses qui ont moins de 21 ans. Donc très bel avenir derrière, avec les autres qui vont arriver derrière. Donc on forme beaucoup, et c'est une vraie satisfaction d'arriver à ce résultat-là. Et tout en s'appuyant sur des valeurs qu'on transmet. Et la valeur équipe, je le répète, mais c'est primordial. Et nos individualités ont réussi à faire la différence. Nos anciennes, comme on dit, mais si on est vieille à 30 ans, c'est grave. Voilà. Mais on su amener les autres et tirer tout le monde vers le haut. Qu'est-ce qui vous a fait garder l'espoir jusqu'au bout, jusqu'au tir au but, selon vous, Salomé? Moi, je dirais que c'est vraiment l'esprit d'équipe. On s'est toutes encouragées. Il n'y en a pas une qui a arrêté, qui a abandonné à un moment donné. On s'est toutes encouragées jusqu'au bout et je pense que c'est parce qu'on y a cru. On y a cru et on est allé jusqu'au bout. C'était inconcevable qu'on ne réussisse pas. Alors, quelle est la suite pour vous? Parce que là, vous avez cette belle coupe. J'imagine que vous n'allez pas vous arrêter là. Non. Moi, à titre, en plus d'être le coach des seniors, je suis le président au niveau du Saint-Dizier foot féminin et à l'entente Montier-Ornel. Donc, on travaille sur tout ce qui est à venir. On a 140 joueuses au total, donc avec beaucoup de jeunes. Et on forme. On a nos très très bonnes qui s'en vont, qui Nancy vient nous les chercher, ou les stacks. Mais c'est le jeu, c'est bien, c'est une vraie reconnaissance. Et c'est vraiment de continuer pour que dans les 4-5 ans qui arrivent, on puisse prétendre à aller jouer au-dessus, mais vraiment sur des assises fortes, avec le socle, c'est la formation avant tout, et le plaisir avant tout. C'est que ça. Et en 2 mots, Salomé, vous, la suite, c'est quoi? Ce serait bien qu'on la regagne l'année prochaine, qu'on la remette en jeu. Ce serait un bel objectif. Et puis qu'on reste invaincu comme cette année dans le championnat A8. Eh bien, écoutez, on va terminer sur ces beaux mots et ces belles paroles d'espoir. Merci d'avoir été avec nous ce soir. Merci à vous pour votre invitation. C'est la fin de votre édition. Merci de l'avoir suivi. Tout de suite, la météo, l'information continue sur Puissance Télévision. Bonne soirée. Toute l'actualité en continu à retrouver sur notre site internet et notre application mobile.